Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à débattre de ce sujet avec vous aujourd'hui. Le thème est une phrase qu'on entend souvent, il va mourir de faim. Donc, pour resituer un petit peu mes propos, nous sommes dans une partie intitulée « Les soins palliatifs, tension entre la vie et la mort ». Donc, on parle de l'alimentation dans une situation bien précise, celle des soins palliatifs. Par ailleurs, mes propos seront aussi en lien direct avec ma pratique, à savoir la gériatrie. Lorsqu'on entend cette phrase, une phrase qui revient fréquemment, on ressent tout de suite la détresse des gens qui la prononcent. On peut se demander pourquoi cette question est-elle aussi intense, aussi forte. Probablement car l'on parle de l'alimentation, un sujet difficile, sensible, important pour tous. Donc l'alimentation, pourquoi il y a plusieurs raisons. On mange pour vivre, c'est quelque chose de très fort. Tout au long de notre vie, on nous le répète, il faut manger. Le symbole culturel est très fort. Le statut nutritionnel, on le sait sur un plan scientifique. Si l'on est dénutri, on va avoir un risque important de problèmes de santé, de maladies, voire de décès. On mange aussi pour guérir. Déjà, Hippocrate disait que ton aliment soit ton remède et ton remède ton aliment. Il faut manger pour se remettre, il faut bien manger pour guérir. On l'entend tout au long de la vie. Et puis guérir et puis ne pas avoir de complications. Donc ça, en gériatrie, on va souvent entendre la prévention des escarres, il faut bien manger, etc. On mange aussi, bien sûr, pour le plaisir, l'oralité, le plaisir du goût. Et on mange ensemble, un acte social très important de partage. D'ailleurs, si l'on reprend la pyramide des besoins de Maslow, l'alimentation est bien au premier niveau des besoins physiologiques. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Parce que les représentations que l'on peut avoir de l'alimentation vont être différentes pour chacun, en fonction de sa personnalité, son histoire, en fonction de sa conception du soin lorsque l'on est soignant, en fonction de ses références socioculturelles, psychologiques, philosophiques, religieuses et spirituelles. Il faut alors se poser plusieurs questions. Quelle est la représentation du patient ? Qu'est-ce que ça signifie pour lui manger ? Il faut aussi se poser d'autres questions. Quelle est la représentation de son entourage, sa famille, ses proches ? Qu'est-ce que ça signifie pour eux ? Et puis bien sûr, quelle est notre propre représentation ? Il faut être conscient de ces représentations pour ne pas les transférer sur celles du patient et prendre garde à ce qu'elles n'influencent pas trop notre prise en charge, en laissant toujours les représentations du patient au premier plan. Donc, je parle de nos prises en charge, oui, parce que l'alimentation, elle est quand même médicalisée. Tout au long de la vie, il faut bien manger, manger équilibré, manger pour bien vieillir. Les enjeux sont importants. Il existe beaucoup de recommandations pour éviter la dénutrition avec des méthodes de prise en charge, renutrir par voie orale, renutrir de manière artificielle. En tout cas, les choix de prise en charge d'une éventuelle dénutrition vont devoir s'adapter à chaque patient et à chaque situation. Ensuite, je vous ai mis un petit schéma qui a été fait par le docteur Krakowski, qui est oncologue. Il avait dessiné ce schéma qui, pour lui, était l'idéal à atteindre dans la continuité et la globalité des soins palliatifs. On pouvait bien distinguer l'évolution des choses, le diagnostic d'une maladie avec des soins spécifiques en période curative, et puis un jour peut-être l'annonce d'un diagnostic d'évolution incurable et l'entrée dans une phase palliative et des soins de confort qui prendront une place de plus en plus importante dans la prise en charge. La prise en charge nutritionnelle, elle va donc s'adapter et évoluer tout au long de la maladie d'une personne qui va se retrouver en situation palliative.
En situation palliative apparaît la période de tension, cette tension très importante, où l'on faisait tout pour faire vivre notre patient le plus longtemps possible, prévenir la dénutrition, et où un jour, mais un jour très difficile à définir, l'objectif va changer. Et c'est un petit peu le thème de la journée. On ne sera plus là pour faire vivre, mais peut-être pour aider, accompagner et laisser mourir. C'est dans cette période de tension qu'on entend cette question. Il va mourir de faim. Alors, ce qui est important dans cette phrase, c'est déjà de noter que cette phrase, elle vient de l'autre. Elle ne vient pas du patient. Ce n'est pas le patient qui nous dit ça, c'est ses proches. Peut-être nous, en tant que soignants. Je vous présente quelques pistes de réflexion qui ont été écrites par un groupe qui réunissait des membres de la Société francophone d'accompagnement palliatif et de gérontologie et gériatrie pour aider à répondre à cette question. Ils écrivent donc cette fiche pratique actualisée en janvier 2012 en disant « La mort est liée à la maladie arrivée en phase terminale. L'alimentation et l'hydratation n'influent à ce stade que peu sur la durée de vie, quelques heures, quelques jours. Mais la gestion raisonnée de ces deux éléments influe de façon importante sur la qualité de vie et de confort des derniers jours de la vie. La dénutrition, en effet, elle est certes liée à une diminution des apports, mais en situation palliative, elle est avant tout liée à la maladie qui avance. Ça, on en est conscient. On peut le comprendre de façon cognitive et pourtant, il y a des émotions fortes et difficiles qui vont apparaître liées à cette constatation. En effet, quand l'alimentation n'est plus possible, en partie ou totalement, ce n'est peut-être pas la peur de ne plus pouvoir manger qui apparaît, mais plutôt la prise de conscience d'une mort proche qui est difficile. Bien sûr, les réactions vont dépendre de la temporalité. Est-ce que l'on est dans une maladie brutale ? Par exemple, un AVC massif qui, du jour au lendemain, va empêcher les prises alimentaires. Une maladie chronique, en particulier les maladies neurodégénératives type Alzheimer, avec une apparition progressive de troubles de déglutition. En tout cas, des émotions vont être vécues par l'entourage, et l'entourage au sens large, les familles, les proches, les soignants qui sont là au quotidien, avec la peur de la perte de l'être aimé et des sentiments de culpabilité et d'abandon si l'on manque à notre devoir de nourrir la personne. En plus de la question « il va mourir de faim », il y a aussi la question « il va souffrir de la faim ». Quelques éléments de réponse. On sait qu'en phase terminale d'une maladie grave, les patients ressentent de l'anorexie et une satiété précoce. En effet, quelques cuillères d'aliments vont souvent leur suffire. Ils n'en veulent plus par la suite. De même, en période de jeûne, la production de corps cétonique va avoir un effet anorexigène central. Les personnes n'auront pas faim. Par ailleurs, la rupture d'un jeûne par apport d'hydrate de carbone peut entraîner une sensation de faim et donc entraîner une sensation désagréable. Ça, ce sont des éléments de réflexion sur le fait que les patients en fin de vie ne souffrent pas de la faim. Un autre questionnement qui revient souvent est si on branchait une poche, un tuyau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les recommandations actuelles nous disent que la renutrition artificielle en fin de vie n'est pas recommandée, principalement pour deux raisons. Car ces méthodes peuvent être source d'inconfort et aussi dans l'objectif de ne pas prolonger une situation d'inconfort. On pourrait parler longuement de ces nutritions artificielles. Quelques éléments. L'alimentation entérale, très bien tolérée par ailleurs, peut avoir malgré tout des risques de complications en fin de vie. De même, une petite note un peu spécifique à la gériatrie. Dans les maladies cognitives avancées, il n'y a pas d'impact démontré sur la qualité de vie et en termes de morbimortalité des alimentations artificielles.
Au contraire, on peut même s'attendre à une dégradation de la qualité de vie. On peut imaginer un patient dément qu'il faudrait contenir pour qu'il maintienne son alimentation artificielle. Un point important avec une modification donc dans la loi Claes-Leonetti de 2016 et l'arrivée dans l'article destiné à l'obstination déraisonnable de la notion de nutrition et d'hydratation artificielle considérée comme des traitements. Et comme on en a parlé en début d'après-midi, donc des traitements, donc des actes à ne pas entreprendre si l'on pense que ceux-ci vont être inutiles, disproportionnés ou mis en place dans le seul but de maintenir artificiellement la vie. Prudence donc dans l'obstination déraisonnable. Et encore une fois, il est bien difficile de savoir à quel moment nous sommes dans l'obstination raisonnable ou dans l'obstination déraisonnable. Très important de rappeler, comme le dit la loi, de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs dans toutes les situations. Donc, tous ces éléments sont issus des connaissances scientifiques et pourtant, il est bien difficile de rassurer les proches des patients en fin de vie face au problème de l'alimentation. Il y a plusieurs objectifs importants à avoir à l'esprit pour essayer d'accompagner au mieux les patients. Se souvenir que le patient est unique. La singularité de chaque situation. Il va falloir faire une évaluation globale pour réfléchir de ce qui est le mieux pour le patient, peser la balance du bénéfice et du risque, prévoir un projet nutritionnel en définissant bien quels sont les objectifs pour ce patient particulier. En gros, mettre en place un projet de fin de vie personnalisé, donner du sens à ce qui est important pour notre patient. Autour de ce patient unique, il faut être tous ensemble. Importance de la pluridisciplinarité, d'échanger avec tous les intervenants, l'équipe soignante, l'équipe médicale et pour ceux qui, comme moi, travaillent en institution, faire aussi intervenir tous les membres qui travaillent au domicile et qui connaissent le patient depuis souvent plus longtemps que nous. Autre objectif important, placer le patient au centre. Donc le cadre légal nous y aide, on en a aussi bien parlé en début d'après-midi. Toujours rechercher l'avis du patient, certes son consentement, voir ses directives anticipées. Et donc j'avais écrit opinion, mais je pourrais corriger en disant volonté. Chercher la volonté, même en l'absence d'autonomie décisionnelle. Parce que l'on peut avoir des troubles cognitifs très avancés et tout à fait savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Importance des comportements non verbaux, savoir reconnaître et prendre en considération un refus d'alimentation, quelqu'un qui va arracher sa perfusion. L'importance de la personne de confiance ou à défaut de l'entourage, savoir les écouter, beaucoup de prudence, ne pas faire peser sur eux le poids de la décision qui va être prise, rechercher le témoignage qu'ils peuvent nous apporter sur ce qu'aurait pu penser le patient, et dans les situations compliquées, la collégialité. L'objectif donc de l'alimentation en fin de vie, comme nous le rappellent les recommandations, dans les dernières semaines de vie d'une personne âgée, l'objectif des soins nutritionnels est avant tout le plaisir et le confort. Oui, mais arrêter l'alimentation ne signifie pas arrêter les soins. Les soins de confort seront toujours poursuivis. La prise en charge des symptômes d'inconfort seront toujours poursuivis. On pourra recommander autant que peu de poursuivre les prises orales, de les adapter, les textures, enrichir, fractionner, rechercher des goûts qui sont aimés du patient. Et surtout, quel que soit le stade de l'avancée de la maladie, toujours poursuivre les soins de bouche qui, par contre, eux, sont primordiaux pour le confort du patient. L'objectif, c'est donc d'accompagner, de cheminer avec le patient dans cette maladie qui avance, l'écouter, échanger, l'informer, ne pas projeter sur lui ses propres angoisses ou représentations, prendre le temps,
Tout ça prend du temps. Il faut trouver le bon temps, quand aborder le sujet, anticiper. C'est toujours mieux si on peut parler d'évolution d'une maladie chronique. Et le temps après, lorsque l'on a pris une décision un jour, savoir la réévaluer, la suivre dans le temps. Accompagner le patient, c'est aussi accompagner ses aidants. Les aidants au sens large, déculpabiliser les proches, les faire participer. Donc je pense préparation de sorbet, participer aux soins de bouche. Soutenir les proches et soutenir aussi les soignants qui sont au quotidien avec le patient. Pour conclure, je vous cite une référence du docteur Dérouville. Il écrivait au sujet de la nutrition et de l'hydratation en fin de vie. Il faut définir une attitude d'où il résulte que l'arrêt ou le refus d'un traitement n'est plus synonyme d'abandon, de précipitation vers la mort, mais la reconnaissance du processus irréversible d'une vie allant à son terme. Je vous remercie si vous avez des questions. Peut-être que tu pourrais approfondir un petit peu par rapport au vécu des soignants. Tu as parlé du travail sur les représentations des soignants, sur ce que ça peut faire vivre, de nourrir, de ne pas nourrir, de vouloir nourrir malgré tout. On pourrait poser la question éventuellement de la maltraitance à vouloir nourrir et jusqu'où on pourrait nourrir. Mais ne pas nourrir, qu'est-ce que ça vient faire vivre aussi? Comment ça se discute en équipe? Et comme tu posais la question que tu posais, les soignants eux-mêmes peuvent la poser. On le laisse mourir de faim. Donc, je pourrais dire que être soignant, c'est soigner, prendre soin. Je pourrais même rappeler que être infirmière, nurse en anglais, ça vient de nutrir, nourrir. Donc, nourrir, c'est le fondement du soin. C'est quelque chose de très important. En effet, la phrase « il va mourir de faim », on l'entend souvent des proches et des soignants. Cela va de la même façon dépendre de leur représentation du soin et de leur représentation de l'alimentation. Ce qui va être compliqué pour le soignant, ça va être de suivre tout au long de l'évolution les pertes de notre patient. Je pense qu'il faut travailler en équipe, en discuter, échanger. La pluridisciplinarité est certainement la meilleure chose pour aider le patient. Et encore une fois, quand l'on est soignant, que ce soit médecin, paramédicaux, ne pas trop projeter ses propres représentations sur le patient, car ça pourrait être délétère pour lui. Vraiment placer le patient au centre des préoccupations et voir au jour le jour comment on peut poursuivre le soin, parce que ne plus donner à manger à un stade de la maladie, c'est pas abandonner, mais c'est accompagner différemment. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le cas de patients présentant des troubles cognitifs. Je pense, qu'on peut être régulièrement confronté à ce type de questions de maintien d'alimentation. Je pense particulièrement à un cas d'un patient de 65 ans qui avait des troubles cognitifs évolués, décrit comme autonome, relativement autonome, en tout cas indépendant sur le plan physique, marchant, se nourrissant, qui a eu un problème clinique, une infection, hospitalisé pour cette infection. Il se remettait relativement bien, sauf qu'il avait complètement perdu la déglutition.
Donc là, c'est poser la question chez ce monsieur, finalement cliniquement stable, mais avec une maladie dégénérative. On s'est posé la question de comment faire sur le plan de l'alimentation, alors que les recommandations de l'HAS sont assez claires sur le plan des troubles cognitifs, mais chez ces patients jeunes qui sont autonomes sur le plan physique, en tout cas décrits comme tels, que faire ? Situation bien compliquée. Ça pose plusieurs questionnements. Déjà, celui du pronostic. J'entends dans votre réflexion comment accompagner ce monsieur lorsque l'on ignore son pronostic, mais qu'on le sait atteint d'une maladie grave, incurable. Et la question du pronostic, on ne peut jamais la définir, surtout dans ce cas précis. Je pense que, en tout cas, il faut bien réfléchir au cas par cas. Est-ce que ce monsieur a pu vous laisser des traces de ce qu'il aurait voulu, pas voulu ? Est-ce qu'on a un témoignage d'un proche, d'une personne de confiance ou de la famille ? En tout cas, la nutrition artificielle, elle est certes non recommandée pour les gens en situation palliative ou les gens ayant des troubles cognitifs évolués. Parce qu'on sait qu'on peut avoir plus de désagréments que de bénéfices. Voilà. On aurait tendance à dire, privilégions le confort. Il déglutissait plus du tout. Voilà. Après, je pense que c'est important de faire recours à des tiers, de demander des avis à des spécialistes qui vont connaître ce patient, de discuter à plusieurs, parce qu'encore une fois, la nutrition artificielle, elle n'est pas non plus totalement exclue. Ça peut se discuter au cas par cas, mais il faut pouvoir trouver du sens dans ce qui est fait. Est-ce que ça a du sens pour ce monsieur ? Sans rentrer dans des critères de jugement trop importants. Vous parlez de l'âge, c'est intéressant parce que la même situation à 90 ans poserait peut-être un dilemme éthique moins vif. Voilà. Je ne connais pas le dossier, mais en tout cas, je dirais qu'il faut toujours réfléchir au cas par cas. Et ce sont vraiment des dilemmes éthiques importants de savoir comment accompagner ces patients. Bien, on va passer à la deuxième intervention avec Anastasia Markov-Legrand, qui est étudiante en philosophie à l'université Lyon 3. Elle a participé à la rédaction de la synthèse régionale des états généraux de la bioéthique en 2018 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Et son propos va tourner autour de la tension éthique sociétale entre maintien de la vie et abrogation des souffrances. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes de m'avoir accueilli dans le cadre de ces automnales sur un sujet tant brûlant que passionnant qui gravite autour de la tension éthique entre la vie et la mort dans les soins palliatifs. Sujet qui me touche tout particulièrement puisque il faisait partie des perspectives que j'avais abordées dans le cadre de mon mémoire de recherche de Master de Culture et Santé à l'Université de Lyon 3, et puis aussi d'un stage conduit aux Hospices civils de Lyon et à Saint-Étienne sur les représentations et applications de la loi Claes-Leonetti par les professionnels de santé, et puis sur leur représentation aussi autour de l'accompagnement de la fin de vie en général. Donc tout d'abord, la question qui se pose quand on aborde un tel sujet, donc sur la tension éthique sociétale entre maintien en vie et abrogation des souffrances, c'est d'où part en fait l'opposition qui est généralement établie dans les débats publics qu'on trouve communément donc sur ces notions de droit des patients en fin de vie, puisqu'en effet, si on resitue tout d'abord le contexte d'émergence ou de réémergence de ces débats, puisqu'ils ne sont pas véritablement nouveaux,
On en avait déjà dans les années 80, et notamment je pense aux États-Unis ou au Canada, qui ont ensuite repris dans les années 90, puis ont été ramenés dans les années 2000, puis dans les années 2010. Donc on n'a pas affaire véritablement à un phénomène nouveau, quoi qu'il soit enrichi donc, par des exemples nouveaux de fin de vie. Madame Vassal, vous pouvez avancer la diapositive. Et donc, si on resitue, comme je le disais, le point de départ, et bien déjà, ça peut nous permettre peut-être d'éviter certains biais dans la réflexion éthique, de se poser véritablement la question des situations dont on parle. Est-ce qu'on parle bien tous de la même chose quand on parle de maintien en vie et d'abrogation des souffrances, qui sont donc deux principes essentiels aux soins, comme on le montrera après. Donc déjà, ce qu'on constate, et ce qui est un mécanisme donc, identifiable dans beaucoup des situations de réémergence de ces débats autour des droits des patients en fin de vie, c'est qu'on part généralement de situations qui sont pourtant donc, des situations particulières, voire des situations qui font jurisprudence dans le soin, comme ça a été le cas comme c'est toujours le cas d'ailleurs de l'affaire Lambert, qui a commencé en 2008 et qui se prolonge encore aujourd'hui, comme le soulignait tout à l'heure Marie-France Calu. Et des situations qui ne sont pas forcément pourtant celles de patients malades ou véritablement en fin de vie, puisque Monsieur Lambert donc, est un traumatisé crânien, mais qui ne souffre pas d'une pathologie particulière et dont le pronostic vital n'est pas altéré, en tout cas c'est ce qu'en jugent les experts. Et pourtant, c'est à partir de la médiatisation de ces affaires où on oppose donc généralement les principes de maintien en vie et d'abrogation des souffrances qu'on va en venir à la question de ce qu'il est légitime de légaliser ou non concernant les droits des patients en fin de vie. Donc, ce qu'on constate généralement, c'est qu'avec la reprise médiatique d'affaires particulières où, de fait, les principes de maintien en vie et d'abrogation des souffrances sont jugés inconciliables, c'est que du côté des patients, eh bien, il y a un renforcement de la peur qu'un jour, ils soient eux-mêmes victimes de souffrances réfractaires ou d'obstination déraisonnable de la part des équipes qui sont censées donc les accompagner. Donc on verra tout à l'heure quel saut il peut y avoir entre une telle conception du soin et puis les situations qui s'offrent réellement à voir dans les accompagnements de fin de vie et de maladie. Et donc également un saut qui s'ensuit donc de cette peur des patients, d'avoir la volonté d'avoir le plus d'autonomie ou de maîtrise possible. Si tant est qu'on peut parler véritablement d'une possible maîtrise sur sa fin de vie, tant ce sujet peut comporter certaines incertitudes et certaines parts d'indomptabilité, et donc une volonté de maîtrise qui conduit à demander plus de droits pour décider, si tant est que cela peut se faire, des modalités de sa fin de vie. Et c'est à ce moment-là qu'on assiste conjointement à l'émergence d'associations de citoyens qui défendent certains de ces droits des patients. Donc j'ai pris l'exemple de l'association bien connue de l'ADMD, donc Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui revendique depuis déjà les années 80 un droit à l'euthanasie, voire au suicide assisté. Et qui donc s'appuient tout particulièrement sur ces cas médiatiques pour porter leurs revendications sur les droits des patients en fin de vie, à partir d'une certaine conception de l'autonomie qui n'est pas nécessairement celle qu'on retiendra dans le paradigme médical en général, et notamment dans le paradigme de l'éthique palliative, et sur une certaine conception de la dignité également. Et de là, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, c'est qu'il y a des confusions ou des raccourcis possibles entre ces deux principes essentiels de maintien en vie et d'abrogation des souffrances. Et donc, on confond parfois maintien en vie et obstination déraisonnable. En tout cas, c'est ce que les personnes qui revendiquent un droit à l'euthanasie ou au suicide médicalement assisté vont finir par faire. Une confusion aussi entre abrogation des souffrances et euthanasie, dans les situations où on considère qu'il n'y aurait pas d'autres moyens envisageables, ou même dans des situations, étonnamment, où on pourrait envisager d'autres moyens pour soulager la souffrance, et on va quand même assimiler l'abrogation des souffrances à cette solution euthanasie. Et une confusion enfin entre la maîtrise de la fin de vie et la possession de droits.
qui, comme on le verra, consiste aussi en un saut particulier, puisque on peut se poser la question de si la loi nous donne véritablement accès à la maîtrise sur notre fin de vie, et si elle nous permet finalement de dompter la mort. Donc ce qu'on se demande à partir de ça, c'est si l'on doit vraiment préférer le maintien en vie à l'abrogation des souffrances, ou en tout cas c'est la question telle qu'elle se pose souvent dans les débats publics sur la fin de vie. Et donc on se la pose particulièrement dans le cas où on juge en tout cas que les deux principes seraient incompatibles, c'est-à-dire si le seul moyen d'abréger les souffrances serait de ne plus maintenir en vie la personne, et donc en généralisant des situations d'incompatibilité. Mais ce qu'on peut se demander alors, c'est si nous entendons donc déjà vraiment tous la même chose par ces principes de maintien en vie et par abrogation des souffrances. Et puis du coup, ce qui en découle, c'est la question de savoir si la perspective qui a été adoptée pour aborder ces débats publics autour des lois de fin de vie est réellement bien choisie et bien délimitée dans les débats publics. Et de là, une toute autre réflexion éthique peut s'ouvrir à nous. D'où la question, donc, qu'entend-on par maintien en vie et abrogation des souffrances ? Tout d'abord, par maintenir en vie, je vais dégager quelques exceptions générales qui, bien sûr, ne sont pas censées épuiser tous les sens qu'on peut donner à ce terme qui est doté d'une certaine épaisseur sémantique. Tout d'abord, on pourrait entendre par là prolonger artificiellement la vie autant que faire se peut, c'est-à-dire au prix de tous les effets possibles, par la technique médicale, donc par exemple l'utilisation de techniques comme le respirateur artificiel, la gastrostomie ou l'hydratation artificielle, et ce, quelle que soit l'évolution de la maladie ou de la fin de vie. Alors, vous l'aurez peut-être compris, c'est une conception qui va être justement retenue par les opposants à l'obstination déraisonnable, qui vont penser qu'il s'agit là encore du paradigme qui régit la médecine en général et même la médecine palliative, alors que on verra que cela semble peu approprié. Et c'est cette même conception du maintenir en vie qui fait émerger des conflits possibles avec le respect du confort et du bien-être du patient, bien sûr, et donc qui ouvre la porte à l'obstination déraisonnable, puisqu'on dit qu'on devrait maintenir la vie quel que soit le prix à payer sur le plan du confort et du bien-être du patient, ce qui évidemment pose problème. Mais donc cette conception du maintien en vie n'est certainement plus celle à l'ordre du jour en médecine et surtout en médecine palliative. Par définition, on cherche plutôt à accompagner un mouvement naturel, à suivre le processus naturel qui va de la vie à la mort. Et donc dans une deuxième forme de conception du maintenir en vie, on pourrait définir le principe comme le fait de suivre, ou plutôt d'accompagner le plus confortablement possible le processus naturel par la technique médicale, et ce en fonction d'un calcul bénéfice-inconvénient pour le patient et en fonction de l'évolution de la situation. Et donc là, on rentrerait par exemple dans le type de schéma qui nous avait été montré ce matin sur la distinction entre l'obstination déraisonnable et l'obstination raisonnable, qui pourrait se faire donc à partir d'un tel calcul. Donc ici, dans cette deuxième conception, on n'a pas forcément de conflit donc avec le respect du confort et du bien-être du patient, au contraire, et pas d'obstination déraisonnable si tant est qu'on arrive réellement à faire la balance justement de ces bénéfices et de ces inconvénients du soin de maintien en vie pour le patient, et ce en fonction de l'évolution de la situation. Et donc là, on est plutôt dans le paradigme qui domine aujourd'hui la médecine contemporaine, essentiellement focalisée justement sur ce respect du bien-être et du confort du patient. Donc ensuite, le deuxième principe, qui est celui d'abrogation des souffrances, on pourra le décliner en deux sous-définitions. Donc tout d'abord, celui du terme un peu ambigu d'abrogation. Puisqu'en effet, on pourrait se demander si par abrogation on devrait entendre l'interruption totale et définitive de la situation souffrante par l'interruption de la vie elle-même. Et donc là, on est dans certaines conceptions justement abordées dans les débats publics et plus particulièrement instrumentalisées par les partisans d'un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ou si on devrait entendre autre chose, c'est-à-dire une coupure ou une diminution maximale, en tout cas, qui ne supposerait pas forcément une interruption de la vie par l'utilisation,
qui ne supposerait pas nécessairement une interruption de la vie, mais peut-être quelque chose comme l'utilisation de sédatifs. Par là, on peut entendre plusieurs formes d'utilisation des sédatifs et notamment plusieurs formes de sédation qui ont différents degrés de profondeur suivant ce que l'on cherche réellement à couper pour le patient. On se poserait la question du degré avec lequel on devrait couper le patient de ses souffrances. Ou s'il s'agit encore d'une coupure ou d'une diminution optimale sans interruption de la vie d'une part, mais aussi sans altération ou avec une faible altération de la conscience, qui supposerait par exemple une utilisation optimale d'antalgiques et peut-être un usage modéré de sédatifs, ce qui est encore autre chose du coup. Et enfin, on pourrait aussi entendre par abrogation la diminution optimale des souffrances, donc par un accompagnement global ou un soin total apporté à la personne. Donc justement cette fameuse vision holistique de la médecine qui suppose qu'on prenne en compte tous les aspects d'une situation souffrante et tous les aspects d'une personne, et donc qu'on adapte les traitements mais aussi l'accompagnement général à toutes ces dimensions. Et donc évidemment la question qui se pose ensuite, suivant la définition d'abrogation qu'on aura retenue, c'est qu'est-ce qu'on cherche justement à abréger précisément. Et abroger. Et donc par souffrance, il faut se demander qui évalue quoi, et puis surtout comment. Puisque d'une part, donc, ça pourrait être tous les symptômes constatables par l'équipe de douleur, d'inconfort ou de mal-être pour le patient. Donc à savoir si ces symptômes, ce seraient avant tout des symptômes physiques, des symptômes psychiques, ou plus compliqués, des symptômes existentiels. Et donc là, on pourrait investir toute la dimension de la détresse autour de la fin de vie, de la perte d'autonomie, etc., qui sont des situations beaucoup plus globales en fait, que la seule souffrance physique ou même psychique, bien distinguer tout cela. Ou encore si par souffrance on entendrait les situations jugées insupportables par le patient lui-même, donc qui ne sont pas forcément des situations constatables par l'équipe. Et là je vous renvoie à peut-être certaines situations qui parlent à certains d'entre vous, de ces patients qui vont sembler prendre du plaisir à manger, à bénéficier d'un soin, et qui pourtant, à côté de cela, vont être demandeurs d'euthanasie ou de sédation, d'être coupés de leur fin de vie, là où l'équipe ne constate pas forcément une souffrance ou en tout cas un mal-être. Et donc, est-ce que, pour le coup, il faudrait répondre à ce type de souffrances qui ne sont pas forcément constatables par le corps médical? Et si tant est qu'on dit oui, eh bien, lesquelles devrait-on soulager? Est-ce que ce serait toutes ces situations ou une partie seulement? La fin de vie en elle-même, le sentiment d'indignité ou encore la peur de la perte d'autonomie dès l'annonce d'une pathologie jugée grave? Et puis, qu'est-ce qu'on entend aussi par la peur de la perte d'autonomie? Est-ce que c'est la perte de l'autonomie physique, la perte de l'autonomie psychique ou encore la perte de l'autonomie financière? Est-ce qu'on parle vraiment, est-ce qu'on peut mettre tout ça sur le même plan, ou bien est-ce qu'il faut distinguer au contraire ces différents types de souffrances? Ou encore la peur de l'intolérance aux effets secondaires d'un traitement? Et en fonction donc de la conception qu'on aura retenue des souffrances, qui peut d'ailleurs être intriquée, on n'a pas forcément une division nécessaire entre ces deux propositions de définition que je vous ai données, puisqu'on a même des situations où tous les types de souffrances sont un peu imbriqués, enfin sont même complètement imbriqués, et donc difficiles à démêler et à indépendantiser les uns des autres. Et donc, la question qui se pose alors, c'est de savoir dans quel langage va se dire la souffrance et dans quel langage on va pouvoir l'interpréter pour savoir exactement à quoi on a affaire. Et je pense notamment au cas des personnes qui ne sont pas en incapacité de s'exprimer, où là, pour le coup, on va apporter une grande attention aux signes renvoyés par le corps, et notamment, par exemple, la crispation sur le visage ou certaines attitudes du corps, recroquevillées ou s'accrochant aux barrières du lit. Est-ce qu'on reconnaît la souffrance seulement dans les cris, les pleurs, les mots ou le mutisme? Et là-dessus, je vous renvoie à l'ouvrage de Claire,
dirigé par Claire Marin, qui s'appelle Souffrance et douleur, et où donc Claire Marin commente un texte de Paul Ricoeur, où justement il met en valeur donc le fait que la douleur s'interprète dans le silence du corps, là où la souffrance s'interprète dans l'expressivité du visage ou dans l'expressivité des mots, et que parfois il est difficile par contre dans la pratique de bien dissocier les deux, et donc notamment quand on a affaire à une personne qui n'est pas en capacité de s'exprimer elle-même sur ses douleurs et ses souffrances. Donc, je vais essayer de montrer en quoi, à partir d'une certaine conception du maintien en vie et de l'abrogation des souffrances puisées dans les définitions que je viens de vous proposer, on peut chercher une conciliation des deux principes dans l'éthique palliative. Donc tout d'abord, il est important de souligner que les principes de maintien en vie et d'abrogation des souffrances sont deux principes qu'il est nécessaire de concilier dans le soin, ainsi que le souligne le bioéthicien français Frédéric Worms dans son ouvrage « Le moment du soin, à quoi tenons-nous ?» Et ces deux principes, notamment, qu'il s'agit de mettre particulièrement en équilibre, ce qui est une tâche délicate, bien sûr, dans le soin palliatif. Et donc, Frédéric Worms rappelle sur ce point que la tentation serait de faire primer l'un des principes sur l'autre, et donc de proposer en cela des propositions plus aisées à appliquer peut-être que si l'on cherchait à trouver un équilibre, même précaire, entre ces deux principes, dans des situations complexes de soins, et que pourtant toute la réflexion éthique et l'attitude éthique du soignant consiste à rechercher malgré tout cet équilibre, même quand il le sait potentiellement précaire. Donc par maintien en vie, généralement dans l'éthique palliative, on entend un maintenir en vie sans obstination déraisonnable, qui consiste donc à accompagner le processus naturel de la fin de vie, tout en apportant le maximum de confort et de bien-être possible aux patients. Donc en cela, vous voyez déjà qu'on a une première conciliation entre les deux principes. Et puis sur l'abrogation des souffrances, donc nouvelle conciliation, on doit abréger les souffrances, mais sans interrompre la vie, c'est-à-dire réaliser le maximum de confort et de bien-être possible sans aller à l'encontre du premier principe. Et donc une manière d'englober les deux, ce serait d'être dans une conception de l'accompagnement des patients. Donc l'accompagnement, c'est autre chose que le fait simplement de traiter différentes dimensions de la personne en faisant comme s'il s'agissait de dimensions bien coupées les unes des autres, la dimension psychique, la dimension physique, la dimension sociale et la dimension existentielle par exemple. Donc on fait en sorte d'avoir cette vision holistique du patient, de lui apporter un soin total et de prendre en compte aussi ce qui est lié au patient, c'est-à-dire aussi parfois le bien-être et le confort de sa famille. Ça ne veut pas dire oublier le patient au profit des proches, mais être conscient plutôt que le souci des proches va toujours aller aussi avec le souci du patient, puisqu'il est difficile, dans le cas où on a des relations restreintes, des relations étroites entre les deux, de faire comme si l'accompagnement du patient seul, parfois, allait suffire à régler des situations de fin de vie. Mais donc, cette conciliation, elle ne peut se faire que dans la mesure où l'on donnerait les moyens suffisants aux soins palliatifs pour accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin. Et donc ce problème-là, ça a été tout l'objet du plan national de développement des soins palliatifs qui s'est déroulé jusque cette année et qui avait été entamé en 2015 et qui répondait notamment aux objectifs déjà d'une part d'informer le patient sur ses droits et de le placer au cœur des décisions de soins, de développer les soins à domicile, d'accroître encore les compétences des professionnels, de réduire les inégalités d'accès aux soins palliatifs. Mais certains se demandent malgré tout, donc déjà, ce qu'il en est de ce bilan, et ce qui est une question légitime et qu'on aura bientôt laquelle on aura bientôt l'occasion d'avoir une réponse, et ce qu'il en est du coup de cette conciliation entre maintien en vie et abrogation des souffrances, dans le cas où on aurait une souffrance réfractaire, c'est-à-dire une souffrance donc qui résiste par définition à l'accompagnement global de la personne qui est pourtant souhaité des soins palliatifs. D'où donc la question de la recherche de ce compromis entre maintien en vie et abrogation des souffrances dans le cas des souffrances réfractaires et avec la sédation profonde et continue.
Donc, je ne vais pas rappeler, puisque ça a été déjà abordé par d'autres, en quoi consiste la loi Claes-Leonetti. Donc, vous savez qu'elle introduit ce droit à la sédation profonde et continue dans le cas de souffrances réfractaires et de pronostic vital engagé à court terme. Et donc, il y a eu recherche de compromis, donc, dans le sens où on a voulu faire en sorte de concilier l'abrogation des souffrances, même réfractaires, sans menacer pour autant le principe de maintien en vie, essentiel à l'éthique palliative. Donc, on a des conditions pour éviter d'altérer le pronostic vital. Donc, c'est que le patient doit être déjà en toute fin de vie. Donc cette expression peut être ambiguë, mais ce qu'entend la Haute Autorité de Santé dans son guide de parcours de soins et de sédation paru en 2018, c'est que le pronostic vital doit être engagé à court terme, c'est-à-dire que le décès doit être attendu dans les quelques heures à quelques jours à venir. Et il faut que tous les moyens aient été tentés pour soulager la souffrance avant de la qualifier de réfractaire. Et donc, on a des critères officiels pour l'évaluation du pronostic vital et de la souffrance réfractaire qui sont fournis par ces guides, mais qui ne sont pas sans poser certaines questions. Je vais devoir accélérer. Très bien. Je vais conclure, sinon il faut m'arrêter. Sinon donc peut-être faudrait-il, avant d'opposer les principes de maintien en vie et d'abrogation des souffrances, comme on a tendance à le faire dans les débats publics autour des droits des patients en fin de vie, réfléchir à ce que l'on met vraiment derrière ces termes et savoir de quelle situation on parle exactement. Et puis si par maintien en vie, on entend, comme on l'a montré, l'accompagnement confortable du processus naturel par les techniques médicales et que par abrogation des souffrances, on comprend le soulagement optimal de celle-ci par un accompagnement global de la personne, eh bien, il est possible de concilier les deux principes avec l'éthique palliative et même dans le cas rare d'une souffrance réfractaire, donc avec la sédation profonde et continue. Mais on a des questions qui subsistent quant à l'applicabilité au sens réel de cette pratique et qui font que les débats autour des droits accordés aux patients en fin de vie continue malgré ce compromis recherché par l'introduction du droit à la sédation profonde. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Ça marche, ça ? Oui. En fait, on va grouper les questions après l'exposé de Cyril Boutet. Je voulais juste faire un tout petit commentaire concernant justement le compromis qu'on doit faire. Concrètement, dans la pratique de tous les jours, c'est extrêmement difficile parce que effectivement, on peut imaginer des situations théoriques on veut faire décéder la personne ou on veut diminuer au maximum les souffrances, on veut l'accompagner, etc. Mais quand on parle avec le patient, c'est bon, vous dites que vous avez des souffrances insupportables. Est-ce que vous voulez qu'on vous endorme un peu ? Est-ce que vous voulez qu'on vous endorme beaucoup ? Est-ce que vous voulez qu'on vous endorme 1 heure, 2 heures, ou 12 heures, le temps que vous preniez du repos et qu'ensuite vous puissiez vous réveiller ? Est-ce que vous voulez mieux dormir la nuit et être réveillé quand votre famille est là la journée ? Les patients, souvent, ils ne savent pas. Ils disent oui, mais non. Ils disent non, mais oui. Et finalement, c'est extrêmement compliqué. Et voilà, je voulais juste témoigner Pascal, je pense, pourrait dire la même chose. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Et voilà, mais du coup, les pistes que vous ouvrez sont très intéressantes pour nous faire réfléchir. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'exposé de Cyril Boutet, qui est psychologue clinicien. Il a une liste comme ça de titres. Psychologue clinicien, psychologue de la santé, onco-psycho. Art thérapeute aussi, ce qui est très intéressant pour l'accompagnement des personnes. Diplômé en éthique et en décision en santé publique, en administration et management public, et qui est aussi expert psychologue pour les enfants victimes de maltraitance. On se connaît depuis très longtemps, 11 ans maintenant. Il a occupé son premier poste de psychologue dans notre service à Annonay. Et ensemble, on a pu construire des choses très intéressantes et avoir des discussions également passionnantes et évoluer ensemble. Et voilà. Donc maintenant, je le laisse parler de Les soins palliatifs, l'espace-temps des vents contraires. C'est un titre un peu poétique pour quelqu'un qui a fait des tas de publications de poèmes.
Alors merci Marilyn. Donc moi je bouge un peu parce que il est tard et il faut vous réveiller encore un tout petit peu. Il faut que je vous maintienne encore une petite demi-heure. Donc que vous dire? Oui, donc merci Pascal de m'avoir invité et Monsieur Chapuis. Merci aux modératrices. Et puis merci à vous d'être encore là à cette heure-ci. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout cela soit... Ça grésille un peu, non? Non, ça va? Je viens ici parce que donc j'ai animé beaucoup le PowerPoint pour que ça soit vivant et je me suis dit que Pascal allait devenir folle à cliquer sur toutes les touches toutes les secondes et donc je préfère le faire et être un peu plus près de vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai donc décidé de traiter ce sujet donc de tension entre vie et mort au travers des vents contraires qui expriment. Alors oui, une petite note sur ce qu'a dit Marilyn tout à l'heure. Au-delà de tous ces titres qui, au final, bon, bref. J'ai choisi de me former en éthique et en économie et en management parce que l'éthique purement philosophique, à un moment donné, il y avait un certain butoir puisque quand on fait des supervisions, des groupes de parole ou des débriefings avec les soignants, les équipes, la philosophie parfois est très très bien, mais les réponses que l'on apporte parfois sont pas suffisamment pour eux éclairantes et en tout cas pas suffisamment applicables sur le terrain parce que parfois on fait des très très beaux discours en éthique, mais c'est pas toujours transposable sur le terrain. Donc je suis allé me former en management et en administration. Donc les vents contraires, les soins palliatifs, l'espace-temps des vents contraires. Donc l'objectif est de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'oppose comme émotion, donc comme souffle, comme émotion, comme relation d'un point de vue patient, famille et soignant. Donc ça va souffler fort. Donc accrochons-nous. Je vais donc étudier ces vents contraires au travers, je le disais, du patient, du regard du patient, du regard de la famille et des soignants, et également au travers d'un certain nombre de théories et bien évidemment des représentations sociales ou sociétales. Les vents contraires, c'est inspiré de 3 livres qui ont tous évoqué des histoires des personnages qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, qui ont donc dû avoir un mélange en eux de sentiments extrêmement durs et puis découvrir la tendresse parce qu'ils avaient fait des très belles rencontres et c'est ce sentiment-là, c'est ces vents contraires affectifs-là qui leur ont permis de se reconnaître, d'apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes et de dépasser un certain nombre d'événements de vie majeurs. Et je crois qu'en soins palliatifs, c'est ce dont nous avons à dépasser avec les patients. D'où ce titre, entre autres. Donc c'est parti pour quelques minutes donc des grandes aventures, puisque comme le disait Hergé, les grandes aventures sont intérieures. Donc allons-y pour l'exploration de ces vents contraires. Alors la définition des soins palliatifs qui est certainement connue de tous, donc de 1996, définie par la SFAP. Je vais retenir que comme un phare au milieu de la nuit, la seule phrase dont j'ai besoin, à savoir la première, les soins palliatifs sont des soins actifs qui nous permettent d'emblée de préciser le premier vent contraire, à savoir que les soins palliatifs, rappelons-le, ne sont pas un mouroir, mais bien un endroit, un espace-temps où prend acte des projets de vie pour porter le patient toujours plus loin. En cela, le mot palliatif prend tout son sens. Ça n'est pas simplement cette idée de palier ou de seuil entre la vie et la mort. Ça n'est pas non plus simplement le sens pallier à la souffrance ou à la douleur, mais c'est aussi du latin palliare, caché, ou pallium, manteau. Les soins palliatifs, c'est aussi recouvrir d'un manteau. Donc, et d'un manteau de douceur. À ce moment-là, on n'est pas dans le cure, dans le soin, mais beaucoup plus dans le care, dans le soin de confort, dans le prendre soin. Et comme le disait le docteur Thérèse Vanier, c'est tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'espoir d'un point de vue pronostic ou d'un point de vue médical qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a tous les soins de confort à mettre en place. Les soins de confort, c'est ce qui permet de vraiment prendre le patient comme sujet et non pas simplement comme objet, un numéro de chambre, une maladie, un diagnostic ou un pronostic vital. En soins palliatifs, je suis assez... je crois qu'on peut parler de tendresse. Je n'aime pas beaucoup le mot pitié ni le mot compassion. La pitié, c'est ce qu'on ressent quand on se sent au-dessus de quelqu'un. Donc je préfère cette tendresse pour aller à la rencontre du patient et non pas simplement parler d'entretien qui pose une distance d'emblée.
Or, je crois que si on veut recouvrir d'un manteau le patient, il vaut mieux parler de rencontre et de tendresse. Accompagner, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Accompagner, ça vient du latin pendo, pendis, pendere, qui veut dire tendre la main. Et en cela, en soins palliatifs, il y a cette notion d'humilité. Si je tends la main, je ne prétends pas avoir la vérité en tendant la main. C'est juste accompagner le patient dans un déroulement de la pensée pour tenter de trouver sa vérité et non pas la mienne. Je préfère le mot accompagner plutôt que le mot suivre un patient, puisqu'au final, on ne sait plus très bien qui suit qui, et est-ce que c'est pas lui plutôt qui nous suit. Donc si on tend la main, on déplie, donc déplier, développer, mais aussi délier la parole. Les soins palliatifs, c'est donc tout sauf l'opposition, c'est vraiment une très large ouverture, ce qui aussi prouve que c'est difficile d'y travailler, puisque c'est une mise à nu à plusieurs niveaux. Et puis assister aussi à la déchéance du corps de l'autre. Donc si on délie la parole, il faut aussi savoir apprivoiser les silences qui sont pleins et nécessaires en soins palliatifs. Attention en posture défensive, face à ces silences, face à ces paroles agressives que le patient parfois a besoin d'exprimer parce que le sort lui est trop lourd. Ne pas réagir en miroir à cette agression par notre propre agressivité. Et saupoudrer, donc c'est le thème d'aujourd'hui, d'éthique toutes nos interventions en faisant attention que ce ne soit pas des discours éthiques sans H, qui veut dire que ce sont des discours pauvres, amaigris, sans trop de sens. On ne fait pas de l'éthique juste pour faire de l'éthique. On en arrive donc à quelque chose de fondamental en soins palliatifs, surtout dans cette tension entre vie et mort, c'est la communication. On suppose très souvent que la communication, elle implique implicitement la réussite, alors que la communication, elle est faite de paroles, et les paroles sont faites de ratages, de quiproquos, de malentendus, et il faut accepter ça. Lacan appelait ça le réel. Et Samuel Beckett parlait de essayer encore, rater mieux. L'objectif n'est pas de mettre en exergue notre impuissance, mais plutôt d'apprendre de ses erreurs et d'éviter les prochains vents contraires en apprenant que tel patient, tel mot passe, tel mot ne passe pas. Par exemple, évitons d'employer le mot partir pour dire mourir, parce que sinon on projette l'enfant dans une attente qui ne viendra jamais. Et ça fait des dessins un peu compliqués. Notamment, par exemple, partir au ciel, c'est très compliqué quand après vous accompagnez un enfant, comme Eva qui m'avait dessiné un hélicoptère sur l'héliport de l'hôpital en disant que c'est ainsi que grand-père avait rejoint le ciel. Ou Baptiste, qui avait perdu son papa et qui m'avait dessiné un grand escalier parce qu'il pensait que c'est ainsi que la terre était traversée pour monter au ciel. Donc, quelque part, quelquefois, on utilise des mots, MOTS, pour exprimer des choses qui ne sont pas vraiment ce que l'on veut dire. Et au final, ça fait des contre-vérités qui sont extrêmement difficiles à rétablir après, quand on les a en entretien. Marie de Henzel parlait de communication par la présence. J'y crois beaucoup. Et parfois, plutôt que de prononcer des mots qui vont faire du mal, il vaut mieux s'abstenir et miser sur la présence. Je voulais dire à ce sujet-là que je crois qu'en soins palliatifs, il ne faut pas qu'on cherche à humaniser en permanence nos actions. Je crois qu'il faut apprendre à rester, ce que la famille parfois n'arrive pas à faire. Il faut apprendre à rester devant la déchéance, apprendre à rester pour écouter l'inentendable. En cela, on se sent parfois démuni, mais c'est un vrai rôle que d'être juste présent sans forcément parler. Alors, nos mots, justement, parfois on utilise des mots interdits dans le sens où on s'est dit entre nous et qui devraient être des mots interdits tout court. Notamment le mot « tomber malade ». On l'utilise tout le temps et on n'imagine pas à quel point tomber malade, ça veut dire avec tous les projets de vie qui tombent, toute la mauvaise nouvelle et tous les statuts conjugal, parental et social. Je perds mon travail, en tout cas je ne travaille plus, je suis plus tout à fait le même époux, la même épouse et je ne peux plus aller chercher mes enfants le soir parce que je vais en chimio. Voilà, donc tomber malade est extrêmement dur. Il faut lire Le crabe sur la banquette arrière de Elisabeth Gilles, qui expliquait très très bien symboliquement que les radios qui étaient sur la banquette arrière de sa voiture, elle n'imaginait pas qu'il décelait un cancer et que ces radios allaient symboliser le point de bascule entre l'avant et l'après, entre aujourd'hui et demain. Un autre mot compliqué, se battre contre. Je ne suis pas favorable à ce mot-là. La Ligue contre le cancer, se battre contre une maladie. Vous et moi, on n'a pas toujours l'énergie de se battre contre quelque chose. Et donc, je pense plutôt que... moi, je suis plutôt favorable au mot duo plutôt que duel, d'aller à la rencontre de la maladie et non pas déclarer la guerre civile. Tumeur, je vous laisse deviner ce que ça peut représenter.
Et puis, effectivement, il y a des mots comme métastase et récidive. Quand vous analysez les racines latines, métastase veut dire déplacement, donc cette idée de crabe, et la récidive, ça veut dire tomber dans la possession de, qui revient, qui renaît, qui se relève. Donc là, ça prend vraiment cette idée qu'on va être complètement dominé par quelque chose, et même si vous ne nommez pas ces mots-là, vous ne dites pas tomber dans la possession de, inconsciemment, le patient capte ce signifié. Autre mot, on en a parlé tout à l'heure, la souffrance, ça veut bien évidemment dire porter, supporter, mais le premier sens du mot souffrance, c'est aussi la trêve. Et c'est d'où l'expression une lettre en souffrance, c'est une lettre en attente. Et donc quand vous mélangez les deux mots, la souffrance, c'est supporter quelque chose qui reste en panne. Et en fait, on associe souvent la douleur et la souffrance en pensant tout de suite à l'intensité douloureuse de cela. Mais au fond, pour le patient, ce qui est le plus compliqué, c'est pas tant le ressenti de la douleur, c'est la représentation qu'il en a, en se disant que il y a quelque chose dans son corps qui ne fonctionne pas, et quand il va dire j'ai mal, c'est d'ailleurs ce qui fait que souvent ils n'osent pas dire qu'ils ont mal, parce que dire j'ai mal, c'est reconnaître que quelque chose s'aggrave. Voilà. De la douleur à la douceur, il suffit parfois d'une lettre, mais sur le terrain, on voit que c'est bien plus compliqué que ça et qu'il faut parfois sortir l'artillerie lourde parce que les douleurs sont rebelles. Je citerai Laurent Maurras qui disait que si la douleur est un appel à l'acte de prescription, et ça nous rassure, la souffrance est un appel au lien. Et la loi de 2016 qui a remplacé le mot douleur par le mot souffrance, je trouve que c'est très bien parce que ça désigne quelque chose de plus global que simplement la douleur physique. Et si on fait tout ça, comme le disait Lacan, les soins palliatifs seront la dernière fleur de la médecine. Alors, les soins palliatifs, c'est donc un espace-temps, l'espace-temps des confusions. Attention à être très cohérent entre nous, entre soignants, pour éviter de rajouter à la confusion du patient et de la famille qui a déjà cours dans cet espace-temps. C'est un espace-temps également où il y a beaucoup de réflexifs, de réflexions, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Et face à ça, à l'approche de la mort, il y a aussi un pulsionnel de plus en plus spectaculaire. Il peut y avoir des actes, des mots humains, inhumains, impulsifs, spontanés qui sortent parce que l'inéluctable qui se rapproche est insupportable. Donc nous soufflons le froid et le chaud, d'ailleurs patients, familles ou soignants, donc faisons attention à ça. Alors, je voulais parler du temps. Le temps qui, en soins palliatifs, est un temps accordéon, parce que dès que vous annoncez un diagnostic à un patient, vous le projetez très très loin dans le futur, peut-être, et en même temps, tout de suite après, vous lui demandez de faire carpe diem et de se concentrer sur le présent, et puis la seconde d'après, vous lui faites une anamnèse où vous lui demandez un petit peu quels sont ses antécédents pour mieux le comprendre. Donc, passé, présent, futur en un entretien sont parcourus. Attention, c'est extrêmement lourd. L'allant devenant désirant dont parlait Françoise Dolto se fait encore une fois en un entretien. Les pertes des repères que le patient ressent, si en plus nous on rajoute cette espèce de voyage dans le temps en un entretien, on fait en sorte que notre discours n'est absolument pas un repère REPAI rassurant. Donc faisons attention à ça. Par rapport au temps, deux exemples aussi importants. Quand un patient arrête la chimio parce qu'il a décidé que la chimio devait s'arrêter, il pense qu'il va mourir très vite derrière. Et en fait, on se rend compte que la mort ne vient pas tout de suite. C'est un temps d'accompagnement qui n'avait été prévu ni par le patient ni par la famille. À nous aussi de poser ces mots en anticipé. Autre exemple du temps, la difficile synchronisation des désirs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le patient la famille aime être là pour voir le patient partir. Et souvent, le patient, lui, aime être seul parce que c'est son moment à lui. Donc, c'est ce qu'on appelle la difficile synchronisation des désirs. Et ça aussi, il faut le nommer auprès de la famille pour qu'elle sache que peut-être c'est les 5 minutes où ils vont chercher un café, où ils vont se retourner, que le patient va décider de partir. On parlait du temps ce matin et on parlait notamment des morts fœtales in utero. Je le reprécise que les soins palliatifs, c'est aussi en maternité. Donc l'éthique ne doit vivre dans tous les services où la fin de vie, quel que soit l'âge, prend racine. Je précise d'ailleurs, puisqu'on parlait du temps, que la gravité d'un deuil ne se fait pas en fonction du nombre d'années passées avec la personne, mais en fonction du statut. Quel que soit l'âge de votre enfant, qu'il ait 0 jours, 2 heures, 2 jours ou 20 ans, ou 40 ans, c'est la douleur du statut, c'est le fait que ce soit votre fils qui crée la douleur et non pas le temps passé.
C'est ce qui a souvent fait les deuils illégitimes. On disait que le deuil périnatal n'est pas légitime parce que ils ont passé même pas 2 jours, donc ils vont s'en remettre, ils vont refaire un enfant et ça sera reparti. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Donc face à des sages-femmes qui sont parfois émotionnellement en difficulté face à ces prises en charge, il est important de faire des procédures pour harmoniser et faire un peu ce qu'on disait ce matin. Moi, j'ai rédigé ça avec la cadre en maternité pour vraiment accueillir la présentation du corps de l'enfant, l'autopsie, la déclaration à l'état civil, un carré d'ange créé au cimetière aussi pour la dispersion des cendres. Voilà, il faut créer tout ça pour, encore une fois, injecter de la dignité dans ces morts fœtales avant même d'être nées. Quelques théories très très vite fait. Hans Jonas rappelait que le bien mourir est un droit. Philippe Ariès disait que la mort est paisible, apprivoisée et socialisée. À cela s'opposait Norbert Elias qui disait plutôt que la mort était désocialisée et que le patient était assez seul pour mourir aujourd'hui, au milieu des blouses blanches. Il est vrai que la médicalisation du mourir a fait perdre beaucoup de rituels qu'avant avaient lieu à la maison. Et puis Jean-Hugues Deschaux, lui, parle plutôt non pas de désocialisation mais d'intimisation de la mort, c'est-à-dire rentrer, non parler, non évoquer. Et il n'a pas forcément tort. Il n'y a jamais eu autant de morts et de décès sur YouTube. On peut revoir toutes les scènes de terreur, de terrorisme en boucle. Donc on se viole la rétine à coups d'images violentes, et on n'est absolument pas capable de parler de sa propre mort en famille. Donc il y a quelque chose là aussi qu'il faut réinterroger. Il faut réinterroger d'un point de vue éthique aussi le transhumanisme. Avec toute l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire des choses assez incroyables avec le projet médical. Attention, La mort de la mort, La société post-mortelle, L'éclipse de la mort, à lire tous ces livres-là. Et L'éthique de la détresse aussi dans l'éthique protestante, Histoire et enjeux. Ce sont des livres intéressants et en fait qui nous rappellent qu'il va falloir qu'on mise sur tout simplement l'éthique des vertus, qu'on n'en perde pas notre latin et qu'on cadre tout ça d'éthique, parce que derrière ces aspects technoscientifiques, il y a un désir d'éternité qui risque bien évidemment à un moment donné de nous jouer des tours d'un point de vue éthique. On en arrive donc aux émotions, puisque le désir d'éternité fait partie des émotions. Côté patient, d'abord, je vais y tomber. Nous sommes sur la planète Terre, je le rappelle, T-A-I-R-E, et non pas notre bonne vieille Terre bleue. Primo Levi, qui avait été déporté dans son magnifique livre Les naufragés et les rescapés, disait que là où on fait violence à l'homme, c'est une observation évidente, on le fait aussi à la langue. Et à partir du moment où vous posez un diagnostic de maladie, vous faites violence à la langue, d'où le silence qui s'ensuit. Donc il faut être conscient de ça. Le patient est dans l'urgence à vivre avant qu'il ne soit trop tard. Plusieurs choses. Le vent contraire qui l'anime, c'est l'extrême vulnérabilité versus la force de l'espérance. Il a de l'espérance, bien évidemment, qui se manifeste par l'instinct de survie, l'instinct de vie, et puis aussi le projet générationnel. Je veux voir grandir mes enfants, mes petits-enfants. Et l'extrême vulnérabilité, elle se manifeste par la solitude au milieu de la multitude. Je suis seul, même si je suis très entouré. Parce que la chimio, c'est moi qui dois la faire, parce que la mort, c'est moi qui dois y réfléchir, et c'est moi qui vais devoir quitter. Et l'extrême vulnérabilité aussi par la clinique des chaussettes. Alors la clinique des chaussettes, on l'emprunte beaucoup à toute la chirurgie et les amputations. Quand un enfant est amputé, la prothèse, quand il met une chaussette dessus, elle glisse tout le temps et du coup, à chaque fois qu'il doit la remonter, ça lui rappelle que cette jambe n'est pas la sienne. Et quand vous appliquez ça aux soins palliatifs, vous vous rendez compte qu'effectivement tout le confort que l'on amène au patient peut être source d'inconfort psychologique parce que ça lui rappelle combien il est en perte d'autonomie crescendo, et qu'il a une vie prothésée, assurée, soutenue, et qu'il n'est plus rien sans pilier. Voilà. Donc il y a une hyper-conscience de fragilité qui peut se manifester, dont il faut, encore une fois, que nous ayons conscience pour accompagner dignement. Le patient, face au vent contraire, trouvera un entre-deux qui est le cheminement ou le travail du prépa, comme le disait Michel de Musan. Le cheminement, étape après étape, et non plus simplement hyper-espérance ou désespérance, un entre-deux. Comme le bonheur, qui n'est pas un état, mais un chemin, au passage, je le dis. Et le poète Antonio Machado disait que marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. La règle des 6A à 2 étages, alors ça c'est une création maison,
Donc, les 6A, assimilation, accommodation, ajustement. Vous assimilez la nouvelle, vous vous en accommodez, vous ajustez le tir au quotidien, ça donne l'adaptation. Et le deuxième étage, c'est une fois que vous avez fait tout ce travail d'adaptation, vous pouvez travailler ce qu'on appelle l'adhésion. C'est-à-dire que j'adhère à la chose, je l'apprivoise, tellement que je l'apprivoise, je me l'approprie, et tellement que je me l'approprie, je l'adopte. Cette maladie, c'est comme quand j'adopte un enfant, c'est le mien, c'est la mienne, et à ce moment-là, je suis dans le duo et pas dans le duel, et je vais certainement avoir un bien meilleur vécu de traitement. Le patient dans l'urgence, donc ce sont des pertes et des gains, des pertes, des deuils au quotidien, la perte des statuts, je le disais tout à l'heure, et puis des gains, l'événement de vie majeur comme élément d'apprentissage majeur. Et puis il y a au cœur du pire, de ce qu'il est en train de vivre, il y a le pire qui lui apporte beaucoup, PIRE, qui veut dire priorité inversée, retour à l'essentiel. Voilà, et ça, au cœur de l'épreuve, il apprend tout ça, et on est vraiment du coup dans ce que, et la spiritualité pour certains naissantes les aide beaucoup, et d'autres perdent la foi parce qu'ils ont prié et que la maladie est toujours là. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des pertes ou des gains. Le patient dans l'urgence, alors moi j'ai coutume de dire que certes il y a un avant et un après dans tout ça, mais au fond c'est plutôt, l'être est plutôt non pas un caméléon mais une mosaïque, et que c'est une mise à jour de ce qu'il avait au fond de lui qu'il ose enfin affirmer, parce que là il n'y a plus le temps de tricher avec soi-même. Donc au fond, la fin en somme comme au cinéma, c'est ce qui éclaire et donne sa signification à l'ensemble du déroulement. Elle est donc très importante, et les soins palliatifs, on voit que les patients psychologiquement traversent tout ça et que ça leur permet de comprendre des choses bien plus larges au-delà de simplement cette période-là. J'avais mis une petite note, je voulais penser à vous dire que la mort s'éduque, comme la tolérance s'éduque et que bien d'autres choses s'éduquent, et qu'effectivement, il ne faut pas qu'on oublie ça si on veut que nos enfants soient à l'aise avec la mort. Donc on ne leur ment pas et on ne leur dit pas qu'on part au ciel. Quelque chose d'important aussi, un vent contraire chez le patient, l'exprimer n'est pas forcément l'intention. C'est-à-dire que quand le patient dit « je veux mourir », ça ne veut pas forcément dire qu'il veut mourir, mais plutôt qu'il a peur de mourir. Et la vraie question, c'est « suis-je encore aimable ? Est-ce que vous m'aimez encore ? Est-ce que je le mérite encore ?» Et quand il y a des désirs de mort et que vous répondez par l'affect à tout ça, que vous prenez en compte ça, au final, derrière le patient, cette demande de mort s'annule. Voilà, comme quoi, vraiment, si vous entourez d'amour et de tendresse, le patient accepte de lâcher prise. Et puis, le patient dans la relation avec la famille, parce que la famille ne comprend pas toujours cette agressivité de « je veux mourir ». Donc, important de rappeler qu'au début de la maladie, le patient a faim de relation, ce qu'on appelle l'appétence relationnelle. Se mettre au monde une dernière fois avant de mourir, disait Michel de Musan. Et puis petit à petit, il est doucement ailleurs, parce que où il y a syndrome de glissement, où il y a un repli, parce qu'il se prépare à quitter. Et que une maman un jour me disait, le levant, le ponant, les deux vents qui s'opposent, comme le patient et l'entourage parfois s'opposent, une maman me disait, quand je lui dis je t'aime, il se tourne vers la fenêtre. Donc là, il y a effectivement une vraie démonstration d'amour qui attend une réciprocité, sauf qu'à un moment donné, le patient ne peut plus y répondre. Parce que s'il y répond, il est retenu et qu'il ne chemine plus et il ne se prépare plus à son départ. Alors, puisque je parle de la famille, pour moi, la famille, c'est ce que j'appelle le trait d'union. Elle est le trait d'union entre dedans et dehors, entre nous et dehors. Et quand ils rentrent à domicile, ils sont encore plus trait d'union. Et ils sont également le trait d'union entre tous les temps de la conjugaison, puisqu'ils nous amènent beaucoup d'éléments du passé et du présent, ils nous aident à le comprendre. Et ils sont ceux qui vont faire le lien aussi entre le présent et le futur, parce qu'ils ont deux chantiers internes à faire. Ils doivent faire le deuil de celui qu'ils aiment et ils vont devoir continuer d'apprendre à vivre après. Donc ils sont des vrais traits d'union. Ils sont ce que j'appelle réduit, répit, rébut, rebut. Ils sont dans un réduit qu'est la chambre pendant des heures pour veiller le patient. C'est oppressant, étouffant, d'où les salles de famille qui se créent en soins palliatifs. Ils ont besoin de répit, c'est ce que les soins palliatifs leur offrent parfois. Mais quelquefois, ce que notre jargon, ce qu'on leur explique est un vrai rébut. Et du coup, nous devons leur expliquer souvent ce que l'on veut faire, et ils se sentent parfois mis au rebut parce qu'on prend une place, ils perdent un peu une place dans l'accompagnement, à nous d'y veiller aussi. J'en viens aux soignants. Allons prendre un peu l'air, on en a bien besoin parfois. Les soignants 2.0, comme une envie de changer d'air à IR ou ERE. Certes, nous sommes des veilleurs de vie qui nous imposent un devoir de non-abandon. Donc c'est une sacrée tâche que nous nous imposons et que nous choisissons de faire dans notre métier. D'où le mot vocation qui, je trouve, faut qu'on arrête de dire que ce mot est un gros mot. La vocation, je trouve que si on n'en a pas, on est animé par pas grand-chose.
Donc le devoir de non-abandon, certes, mais nous ne devons pas oublier ce que disait Camus, à savoir que nous devons accepter nos limites, qui passent par éviter de tomber dans l'orbite funèbre du mourant. Faisons attention dans cet accompagnement à ne pas partir avec lui, dans quelque chose de désespérant. Et nous devons faire aussi le deuil de l'idéal soignant, c'est-à-dire donc apprendre à rester, même s'il passe, et surtout accepter que le patient refuse les traitements, on le disait tout à l'heure. Et je rappelle peut-être, pour vivre un peu mieux nos missions, qu'on accompagne la vie jusqu'à son terme et non pas à la mort. Et je crois que ça change complètement le sens des soins palliatifs. On n'accompagne pas la mort, on accompagne la vie jusqu'au bout. C'est pas tout à fait la même chose. Pour nous aider aussi, il faut certainement commencer à réfléchir autrement, penser l'esprit, penser le corps, certes, mais pourquoi pas croiser un peu. Il s'agit de penser l'esprit des patients qui souffrent et de penser le corps qui nous donne à avoir une certaine déchéance. C'est ce que Zundel appelait la désidentification à la biologie. Allons au-delà de ce que le corps nous donne à voir pour capter l'identité du patient, savoir qui il est et qu'il ne se réduit pas à cette maladie. Pour nous aider, il y a des groupes de parole, n'hésitons pas, ou des supervisions. Il y a aussi bien évidemment la formation. Attention quand même avec toute cette prise de recul que la formation nous permet à ne pas devenir nombriliste. On en oublierait l'altérité. On va se former pour revenir auprès de l'autre et pas juste pour se faire du bien. Et puis, je crois aussi que la formation, elle va devoir prendre en compte les contextes de lourds enjeux économico-éthiques dont on a parlé depuis ce matin. Il est vrai aussi qu'on nous demande de plus en plus de faire de la quantité, de faire toujours mieux avec toujours moins. Et c'est vrai que tout cela, parfois, fait qu'on a moins d'effectifs, que du coup, peut-être on fabrique une dépendance parce qu'on ne laisse plus le patient faire, on fait à sa place parce qu'il faut aller vite, qu'on a moins le temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dépendance institutionnelle ou conjoncturelle, celle que l'on crée à cause des décisions économiques qui sont prises. Donc nous avons aussi ça à prendre en charge, c'est vrai. Et je crois que du coup, il faut qu'on arrête d'utiliser l'écriture simplement que comme la traçabilité en service qui ressemble un peu à un flicage de voir tout ce qu'on a fait ou pas fait. Il faut aussi proposer aux soignants de pouvoir écrire le projet de service, par exemple, qui a un très joli, un nom très moche d'ailleurs. Et je crois qu'il faudrait plutôt proposer aux patients quel est le livret de vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez faire de ce service, c'est quoi vos ambitions pour le service, ça motiverait peut-être déjà un peu plus. Et puis ce qui marche bien, c'est de faire un abécédaire et de effectivement prendre tous les mots qui sont souvent utilisés en soins palliatifs, on se les définit entre nous pour voir déjà si on est d'accord, et ça donne beaucoup d'épaisseur aussi à la vision qu'on a pour le service. Alors du coup, on en arrive à la fameuse question. Quand est-ce qu'on dépasse la ligne jaune? Quand est-ce qu'on fait vivre? Quand est-ce qu'on laisse mourir? Quand est-ce qu'on laisse vivre? Et quand est-ce qu'on fait mourir? Finalement, quand on pose cette question, on a l'impression que cette décision, elle n'appartient qu'à nous. Qu'est-ce qu'on fait vivre? Qu'est-ce qu'on laisse mourir? On oublie que le patient, en premier, parfois, fait des choix. Et que lui-même, même très inconsciemment, parfois se laisse mourir. Et je crois qu'on doit aussi prendre cela en compte. Alors, ça nous convoque dans deux morales. La morale minimaliste, selon laquelle, effectivement, comme le disait Sartre, l'homme est pour lui son propre législateur, donc chacun est libre et on va laisser faire chacun ce qu'il veut. Sauf qu'en face, il y a la morale maximaliste qui nous rappelle qu'il existe un bien en soi qu'il faut imposer à tous. Bref, c'est le fameux vivre ensemble. Et donc, s'opposent là deux morales, la liberté de l'un qui s'arrête toujours à la liberté, là où commence la liberté de l'autre. Alors, pour essayer de répondre à cette équation impossible, en France, depuis 20 ans, il y a un dispositif législatif autour des soins palliatifs incroyable qu'on a évoqué un petit peu depuis ce matin. Je vous ai listé toutes les lois, effectivement, et tous les plans qui ont eu lieu en soins palliatifs depuis 1985. Avec bien évidemment les deux dernières, 2005 et 2016, les plus importantes. La 2016, moi je suis assez d'accord avec le docteur Gerdelais. Oula, ça va. Ça, c'est ce qu'on appelle un cheminement un petit peu bancal. Hein. On vous souhaite une bonne soirée. Du coup, oui, donc je disais, comme le disait le docteur Gerdelais ce matin, Gergelais, excusez-moi. Moi, j'aime beaucoup cette loi en fait. Alors au-delà de tout ce que vous avez déjà dit, je ne vais pas répéter. J'aime beaucoup aussi parce que elle a précisé, d'abord, elle a reprécisé l'ordre, c'est les directives anticipées, puis le patient, directive anticipée. S'il n'y en a pas, c'est personnes de confiance, puis proches ou entourage. Alors qu'avant, c'était famille, puis
amis, d'accord ? Donc je trouve que cet ordre-là est intéressant et la personne de confiance du coup a une vraie importance. Et puis elle a reprécisé la sédation terminale en sédation profonde et continue. Et moi je trouve que c'est intéressant, ça correspond bien plus à ce qu'on fait sur le terrain dans cette idée de progression, de cheminement, plutôt que terminale qui fait très peur aux familles quand on voulait leur expliquer. Alors, et le fameux débat, le vrai débat, celui qui nous plonge dans les vents les plus importants, c'est bien évidemment celui sur l'euthanasie, avec le fameux débat est-il possible ? Alors, on va aller vite pour pas trop se perdre, et plus l'heure de faire des débats comme ça. Je crois qu'il est très sain que ce débat ait lieu. Le problème, c'est que ce débat recouvre des situations complexes que l'on voudrait réduire à une vision binaire, donc où on est pour, où on est contre, sauf encore une fois, c'est tellement singulier, toutes ces histoires-là, qu'on ne peut pas réunir tout sous le même vocable. D'ailleurs, je pense que le mot euthanasie, tant qu'on aura ce mot-là, on ne pourra pas avoir un débat serein. C'est un mot qui est bien trop lourd et bien trop chargé d'histoire pour pouvoir avoir un débat serein. Et le mot suicide assisté dont parlait tout à l'heure aussi le professeur Debout, je suis tout à fait d'accord pour dire que le suicide assisté ne correspond pas à un suicide. C'est quelque chose qui a à voir avec nous-mêmes. On ne peut pas d'emblée et derrière cela demander à ce que quelqu'un nous assiste. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de tout cela ? Est-ce qu'on parle de la limitation de l'arrêt des traitements, du soulagement des souffrances par sédation, ou est-ce qu'on parle de l'acte délibéré de donner la mort ? On va essayer d'y répondre. J'arrive presque au bout. L'ambiguïté du débat français repose sur plusieurs choses. Et les médias n'y sont pas pour rien. Alors les débats, on a vu, ils ont permis à chaque fois, on se rappelle de Vincent Imbert, effectivement, de Vincent Lambert ou de Chantal Sébir, effectivement, à chaque fois que ces histoires-là ont émergé, ils ont permis de revoir la loi, 2005-2016. Mais ils ont aussi, les médias, parfois participé à la confusion de l'opinion publique. Alors d'abord, la confusion entre l'euthanasie et l'arrêt des thérapeutiques actives qui n'a pas lieu d'être, puisqu'effectivement, l'arrêt des thérapeutiques actives, on ne peut pas dire que c'est l'euthanasie, parce que ça existe déjà, c'est dans la loi, on peut le faire. Donc, si la loi était, encore une fois, je suis tout à fait d'accord, encore une fois, avec le docteur, si cette loi avait été connue par l'ensemble des professionnels, on arriverait à quelque chose de bien plus intéressant et on pourrait utiliser tous les atouts de cette loi. Je me rappelle très bien du sénateur, PS, mais ça c'est un détail, de la Manche, Jean-Pierre Godefroy, qui, pour défendre la loi de 2005, lors d'une communication et d'une intervention, avait commencé en disant que c'était réservé à des gens qui étaient majeurs et qui étaient capables juridiquement, donc pas sous tutelle. Et puis, derrière, tout de suite, virgule, il cite d'emblée Vincent Imbert. Sauf que Vincent Imbert, à l'époque, suite à son accident, il avait toute sa tête, mais quelques capacités cognitives lui avaient quand même échappé et donc il était sous tutelle. Donc déjà, vous voyez, on a cité un exemple pour illustrer la loi de 2005 et c'était un mauvais exemple puisque ça collait pas. Donc déjà, vous voyez, c'est un imbroglio et même au niveau des politiques. Vincent Imbert, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, alors il a permis l'émergence de cette loi. Aujourd'hui, ça se passerait aujourd'hui, il ne serait pas tenu artificiellement en vie comme il l'a été, parce qu'en vertu du refus d'obstination déraisonnable, il aurait été débranché bien plus tôt qu'il ne l'a été. Vous voyez ? Et donc le débat entre 2005 et aujourd'hui, il a quand même beaucoup évolué. Donc on a les outils aujourd'hui pour répondre à ces questions-là, si on les utilise bien. Chantal Sébir, vous avez dû entendre parler de cette dame qui avait un cancer du visage extrêmement douloureux. Elle a permis d'illustrer la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, parce que elle, contrairement à Vincent Imbert, elle avait toutes ses capacités. Voilà, donc ça ne pouvait pas être une euthanasie, parce qu'on n'avait pas besoin d'intervention d'une tierce personne. Elle pouvait d'elle-même le décider. Donc on était dans le cadre du suicide assisté. Mais elle ne souhaitait pas se suicider seule, violemment. Elle voulait être entourée des siens. Donc, elle voulait une démarche, encore une fois, de suicide assisté. Bien évidemment, en France, ça n'existe pas. Et ce que les médias ont oublié de dire, c'est que du coup, cette femme qui semblait abandonnée, elle avait refusé les soins palliatifs. Donc, la douleur qui était la sienne était aussi expliquée par ce refus des soins palliatifs, qu'on aurait pu la calmer quand même. Et ça lui aurait permis une fin certainement plus douce. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est compliqué dans la demande du suicide assisté, je m'inscris dans ce que disait le professeur Debout, c'est que quand on est dans ces demandes-là, on nous demande de passer d'un droit de liberté à un droit de créance. C'est-à-dire, le droit de liberté, c'est que si vous faites une tentative de suicide et que vous vous loupez, pénalement, personne ne viendra vous dire quelque chose. Il n'y aura pas de coupable.
Là, on nous demande de passer un droit créance, c'est-à-dire qu'on demande à la société de nous mettre les outils entre les mains pour nous suicider. C'est pas du tout le même raisonnement, voyez. Et là, du coup, on engage les choses et les gens autrement. Je me tourne vers les juristes. Voilà. Et puis, je voulais en venir à Vincent Lambert. On en a parlé tout à l'heure. Il y a encore, effectivement, le Conseil d'État qui a publié quelque chose. On n'arrête pas. Moi, j'ai étudié en long, large, en travers tous les arrêtés, Conseil constitutionnel, Conseil d'État. C'est une galère incroyable. Ça fait des années que ça dure. Ça montre à quel point, effectivement, il y a eu à un moment donné une décision qui avait été annulée parce que le médecin avait fait une réunion collégiale mais n'avait pas averti les parents de la décision qui avait été prise. Du coup, tout a été annulé. Donc ça nous rappelle combien on doit être dans de la collégialité et l'interdisciplinarité plutôt que la pluri. Parce que vous pouvez être pluridisciplinaire les uns à côté des autres mais jamais vous parler. L'interdisciplinarité veut dire que vous vous parlez entre nous. Voilà. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on utilise les bons mots. Donc collégialité, concertation entre nous et avec les parents. Et puis la vraie question qui a fait émerger cette histoire-là, c'est qui fait le geste. Parce que ça fait plusieurs décisions qui disent qu'on peut, vu l'état, la dernière décision, pas celle d'aujourd'hui, mais celle d'avant, qui disait qu'on pouvait faire le geste. Mais qui le fait quand on sait que les parents sont prêts derrière à une attaque judiciaire ou juridique? Voilà, ça renvoie aussi à la question de la personne de confiance, parce que c'était sa femme, mais rien n'avait été fait. Et puis les directives anticipées, il faut les écrire, parce qu'ils se les étaient dit entre eux à l'oral. Ils ne souhaitaient pas devenir légumes, sauf que ça n'a jamais été tracé, et que du coup les parents, bien évidemment, jouent avec ça. Jouent entre guillemets, bien évidemment, parce qu'on respecte aussi leurs choix et leurs souffrances. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la femme ou les avocats pourraient utiliser ces directives anticipées pour dire voilà quels étaient ses choix, et là on s'inscrit dans une obstination déraisonnable. Voilà, donc les directives anticipées doivent être discutées en famille. Attention à l'autodétermination. L'individualisme dont on parlait depuis ce matin fait qu'on gère beaucoup de choses avec nous-mêmes et du coup personne n'est au courant et on en arrive aussi à des histoires comme celle-ci. Je voulais aussi attirer l'attention sur la Belgique et la Suisse, qui effectivement sont depuis la Suisse, c'est le 28 mai 2002. La loi est passée et il reste le problème de qui fait le geste, parce qu'en Suisse tout est effectivement autorisé, mais il est écrit dans la loi que le médecin n'est pas obligé de appliquer et de faire le geste. Donc à ce moment-là, qui le fait? Vous voyez, donc ça renvoie encore une question là extrêmement compliquée. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans notre pays, peut-être que ce que font la Belgique et la Suisse nous apparaît comme quelque chose de difficile. J'arrive, il me reste une diapo. C'est que le temps précoce, peut-être que pour nous qui travaillons en soins palliatifs, on se dit que de partir en Suisse ou en Belgique pour se suicider est un temps gâché, parce que quand on travaille en soins palliatifs, on sait tout ce qu'on peut faire jusqu'au bout, toutes les paroles qu'on peut arriver à faire émerger, les pardons, les réconciliations. Peut-être qu'on fantasme un peu ça et qu'on juge de manière hâtive ceux qui partent à l'aune de ce genre d'arguments. Et dernière chose, c'est que 66% des sujets qui ont fait une tentative de suicide ne récidivent jamais et retrouvent un chemin de vie intéressant. Donc on peut aussi se dire peut-être que si on avait su trouver les bons mots pour ces personnes-là, ils n'auraient jamais voulu aller au bout du processus et ils auraient repris une voie normale. Donc voilà, je voulais juste évoquer ça. Et dernière chose, l'intention. N'oublions pas que l'euthanasie passive n'existe pas. Ou vous faites une euthanasie tout court et vous tuez la personne, ou effectivement vous faites mal votre boulot, mais c'est pas l'euthanasie passive. Si vous utilisez les thérapeutiques et que vous augmentez les dosages pour abréger la vie, vous faites mal votre boulot. Vous devez augmenter les dosages parce qu'il y a un symptôme réfractaire nouveau, mais certainement pas parce qu'on va aller plus vite au niveau du décès. Là, l'intention, c'est quoi? Le tuer ou faire en sorte de lui faire passer un cap douloureux. Voilà, donc on a coutume de dire, alors on a vu depuis ce matin la dépendance, la réanimation, les états végétatifs, on a beaucoup de cancers en soins palliatifs et en fait on se rend compte que la demande en soins palliatifs de mort, on n'en a pas tant que ça. Parce que les gens qui ont un cancer savent qu'ils vont mourir très bientôt. Ils ont plutôt envie d'explorer les jours jusqu'au bout et non pas d'abréger la vie. On peut penser plutôt à la SLA ou les gens qui sont paralysés pendant de très nombreuses années. Où là, on se dit qu'il faudrait peut-être légiférer parce qu'ils ont la tête, ils ont toute leur tête. Et comment est-ce qu'ils vont vivre 40 ans comme ça? Et puis un jour, j'ai rencontré Philippe Pozzo di Borgio. Borgio, vous savez, c'est celui qui a inspiré Intouchable. Et il m'a écrit.
ceci, et il a écrit dans un livre ceci: ne touchez pas à l'intouchable, après l'abolition de la peine de mort, serait-ce l'abolition de la peine de vie? Si vous m'aviez demandé lors de mes 42 ans de splendeur avant mon accident si j'accepterais de vivre la vie qui est la mienne depuis plus de 20 ans, j'aurais répondu sans hésiter, comme 92% des Français aujourd'hui, non, plutôt la mort. Et j'aurais signé toutes les pétitions. Quelle violence faite aux humiliés, à la vie, aux extrémités, comme s'il n'y avait de dignité que dans l'apparence et la performance. Qu'il est surprenant d'adhérer à la lutte pour la survie des espèces menacées et de me la refuser. Donc quand vous lisez ça, vous vous dites qu'effectivement, on avait encore des croyances qui étaient à côté de la plaque. Voilà, c'est-à-dire que faisons attention, la singularité avant tout, on voit bien là qu'on projette des choses et finalement les gens le vivent plutôt pas mal. Parce que tant que vous n'êtes pas dans ces situations, vous ne savez pas ce dont vous serez capable. Donc, nuance, ambivalence et attention aux croyances. Et finalement, ah oui, ça c'est vraiment la dernière. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Et finalement, donc, je voulais juste dire quelque chose par rapport à la dignité. On en a beaucoup parlé. La dignité, elle est dans la Déclaration des droits de l'homme depuis 1948 et à la valeur constitutionnelle depuis 1994. Donc, elle est au même niveau que la paix, la justice et la liberté. Donc, la dignité, elle existe vraiment. Et que, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure, si on venait à ne pas l'honorer, ces dignités, on aurait donc failli dans notre devoir d'humanité et non pas qu'elle serait perdue par le patient qui n'en recevrait plus les marques. Donc, c'est pas le patient qui perd la dignité, c'est nous qui ne la lui donnons plus. C'est pas la même chose. Des petites précisions, c'est que les enjeux de ce débat sont éthiques, économiques, sociaux, philosophiques et culturels. On est le pays des Lumières, le pays de la philosophie, on réfléchit beaucoup, on a envie que les gens cheminent dans l'immaîtrisable et l'inéluctable. Ça fait partie de notre culture et je crois qu'il faut aussi s'avouer que les cultures n'ont pas suivi l'évolution des pratiques médicales. Ça, il faut le prendre en compte. Quelque chose qui m'inquiète aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il n'y a pas d'études suffisamment nombreuses sur comment se passent les deuils après que quelqu'un soit mort par euthanasie. On ne sait pas l'impact que ça a. Et puis, il faudrait ajuster le progrès médical pour ne plus fabriquer de cas inextricables. Alors ça, c'est un pavé dans la main, hein, c'est fait exprès. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de maladies chroniques et que ça crée effectivement des vies compliquées. Et donc, pour conclure, est-ce que faire vivre ou laisser mourir? La réponse, c'est les soins palliatifs qui sont la troisième voie, c'est-à-dire qui se situent entre l'euthanasie et l'obstination déraisonnable. Ça exclut toute obstination, ça implique un combat sans restriction contre la douleur, au risque même de hâter la mort, ce qui n'a rien à voir avec la vouloir. Voilà. Je dis juste ceci, c'est que quelles que soient les prochaines lois qui seront décidées, elles devront toujours prendre en compte toutes les nuances qu'on a évoquées et la marque du souci que l'homme porte pour l'homme, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Merci.